Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne YouTube de Gavroche pour parler de l'évolution de la politique du maintien de l'ordre avec un agent des forces de l'ordre dont on ne va pas préciser le service. Bonjour Anthony, tu es avec nous aujourd'hui pour témoigner. Alors j'ai une première question. Il y a une brigade qui a fait couler beaucoup d'encre récemment. C'est la Brave M qui a été créée par Didier Lallemand en 2019. Qu'est-ce que toi tu penses de cette brigade? Alors, il faut savoir avant tout que la Bravem existait déjà avant 2019, mais sous une autre appellation. Elle a été dissoute, je ne sais plus en quelle année, puisque je ne suis pas intéressé à l'histoire de cette unité-là. Mon avis concernant la Bravem, c'est que bien qu'il y ait beaucoup de brebis galeuses, comme les unités qui sont amenées à intervenir sur des situations un peu compliquées comme la BAC, il y a forcément toujours des brebis galeuses. Et malheureusement, ces personnes-là sont les plus dures à renvoyer ou à identifier, car elles se fondent dans la masse et elles profitent de leur force, que ce soit par leur charisme, par leur ancienneté, par la place qu'ils ont, par leur grade, pour imposer leurs idées, leur manière de voir les choses et leur manière d'agir. Pour moi, on a besoin quand même de la bravette dans certaines situations, car sans la bravem, les CRS et les gendarmes mobiles qui sont amenés à intervenir en manifestation prendraient bien plus cher à leur gueule, si je puis me permettre. Parce que la Bravem, c'est quand même un sacré travail de filtrage, de dissuasion, de dispersion, et permet d'alléger énormément les unités de maintien de l'ordre qui sont directement au contact des cortèges. Et l'ancienne brigade à laquelle tu fais référence, c'est celle des voltigeurs, qui a été dissoute en 1987 suite à la mort de Malik Oussekine. Et depuis, cette brave M, qui vient de là, elle a une règle très spécifique, c'est qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser leur matraque en étant sur les véhicules. C'était ce qui avait mené à la mort de Malik Oussekine. Mais on a parfois vu des vidéos où ça se faisait illégalement. Donc ça fait partie des brebis galeuses dont tu parles. Alors, il faut savoir aussi que entre la période où cette unité a été dissoute et actuellement, les moyens de défense ont beaucoup évolué, notamment à l'époque où les matraques étaient en fer, pour la plupart, et pouvaient causer de graves dommages. À l'heure actuelle, ce sont des bâtons à poignée latérale, qu'on appelle plus communément tonfa, dans le jargon courant. Il faut savoir que le tonfa, à la base, est en plastique. Et c'est un plastique qui est prévu pour se tordre si le coup donné est trop fort. Après, bien évidemment, un coup mal placé à la tête ou à un endroit fragilisé, ça peut amener à blesser gravement, voire même à tuer. Mais le tonfa a été étudié pour ne pas tuer en priorité à chaque coup donné. Après, je suis pas affecté dans ce genre d'unité, mais j'ai un ami qui y est, et comme dans toute unité, il y a forcément des débordements, il y a forcément des coups qui sont donnés qui ne peuvent pas être contrôlés. Attention dans le sens où c'est pas le coup qui n'est pas contrôlé, mais on ne peut pas forcément contrôler qui va donner quel coup à quel moment sur qui. Et bien qu'après les individus soient identifiés, il y a toujours la protection parfois euh, des équipiers et dans certains cas, il y a aussi la protection par la hiérarchie, puisque dans beaucoup de cas, on voit beaucoup de vidéos d'équipiers de la Bravem qui donnent des coups de matraque, qui font de l'excès de zèle, mais ces personnes-là qu'on voit en vidéo, la plupart du temps, elles sont punies sans que ça soit parlé dans les médias, sans qu'on en parle sur les réseaux sociaux, etc. La plupart des punitions sont données en toute discrétion. Ça peut aller de la mutation disciplinaire, ça peut aller au blâme, ça peut être énormément de choses. Et ce qu'il faut savoir, ce n'est pas parce que les personnes qu'on voit en vidéo en train de faire du zèle ne sont pas punies publiquement, qu'elles ne sont pas punies professionnellement. Alors j'ai une question justement sur ces policiers qui font du zèle. Est-ce que toi tu sais pourquoi est-ce qu'ils font du zèle? Est-ce que c'est par énervement, par débordement? Est-ce qu'il y a une volonté de
de contenter une hiérarchie? Est-ce qu'il y a une politique du chiffre, même pour les arrestations? Je pose la question. Alors pour ça, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà le fait que depuis la crise des Gilets jaunes, chaque réforme, chaque décision est prétexte à manifestation, et que depuis 2017, certaines unités, tous les jours, toutes les semaines, sont en manifestation, ne peuvent plus passer de temps avec leur famille. Donc bien que ces personnes-là aient signé pour l'institution dans laquelle ils choisissent de travailler, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit le reste des unités, ces personnes-là, humainement, sont agacées par l'escalade progressive de la violence, que ce soit envers eux ou envers la réponse qu'ils doivent employer, mais également aussi envers, à cause de l'irrespect croissant envers les institutions, qui peut se comprendre par notamment la publication de plein de vidéos, de photos, de témoignages de policiers ou de gendarmes qui ne font pas bien leur travail et qui malheureusement font la une des médias. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que sur environ 300 000 forces de l'ordre, même s'il y a 15-20 000 brebis galeuses, ce qui est déjà de trop, ça reste quand même une part infime des travailleurs, enfin des policiers et des forces de l'ordre en général. On entend parler partout de ceux qui font du zèle, de ceux qui abusent de leur pouvoir, mais représentent une minorité. À titre d'info, dans mon unité, où nous sommes un certain nombre, euh, sur tout le personnel, on doit en compter quoi? Moins d'une dizaine de tout grade, de toute ancienneté, et ces personnes-là, malheureusement, soit l'environnement, enfin l'environnement de travail laisse faire pour éviter une certaine pression ou un écartement vis-à-vis du groupe, soit parce que les personnes adhèrent à cette manière de faire, mais n'agissent pas par peur de représailles. Donc tout ça pour résumer que l'escalade de la violence et l'excès de zèle peut venir à cause de l'agacement répété depuis les manifestations de 2017. Ça peut venir aussi de l'ancienneté, quand ça commence à faire 25, 30, 35 ans que les personnes en prennent plein la gueule. À un moment, elles commencent à devenir aigries, faut dire ce qu'il est, avec l'âge, avec les temps qu'ils ont connus où c'était plus calme, plus tranquille, où c'était une manifestation dans l'année, voire une manifestation tous les 2-3 mois. Il y a beaucoup d'anciens justement qui font du zèle ou qui dépassent les bornes parce que premièrement, ils ont appris avec des méthodes d'époque et ne sont pas forcément, bien qu'il y ait des cours, des instructions, qu'il y ait des nouvelles méthodes et des nouvelles manières de travailler qui soient développées, qui soient apprises, il y a encore beaucoup de personnel qui utilise encore d'anciennes méthodes par habitude ou parce qu'ils n'ont pas retenu les nouvelles et parce que certaines anciennes méthodes fonctionnaient mieux que certaines nouvelles. Et enfin, donc il y a l'agacement, il y a l'ancienneté, et après, il y a tout simplement aussi le caractère. Il y a certaines personnes chez les forces de l'ordre, je peux en témoigner, pas parce que je suis, je suis quelqu'un comme ça, mais parce que parfois on subit ce genre de comportement, mais de personnes qui veulent combler une certaine infériorité ou un certain manque de confiance en faisant un métier qui leur donne de la force et du pouvoir pour pouvoir justement abuser de cette autorité-là envers les gens et pour se sentir supérieur à eux. Et vous lui parlez pas comme ça. Je compte plus le nombre de collègues qui ont pris clairement la personne pour une merde ou pour quelqu'un de stupide, sous prétexte que ouais mais il est débile, il comprend rien de ce que je lui dis. D'accord, sauf qu'en attendant, la personne qui est paniquée parce que par exemple elle s'est fait voler sa voiture ou parce que son fils s'est fait agresser ou quoi, la prendre de haut parce que ouais c'est bon, la maman elle comprend rien de ce que je dis, elle est complètement débile, c'est pas la chose à faire. Bien que ça peut être agaçant, quelqu'un qui ne comprend rien à ce qu'on lui dit et qui paraît un peu bête,
premier abord, c'est notre rôle et notre devoir en tant que force de l'ordre d'aider, d'accompagner, de soutenir, d'emmener, d'enquêter aussi, de rassembler les preuves, de rassembler les renseignements, les informations, de monter un dossier, d'envoyer tout ça au parquet et après de laisser les mises en cause à la justice. C'est ça notre boulot à la base de force de l'ordre. C'est s'engager pour aider et servir la population. Et malheureusement, parfois, servir la population, c'est, je vais le dire avec mes mots, c'est en frapper certains, en maintien de l'ordre notamment, qui font aussi de l'excès de zèle et qui peuvent menacer le, le bon déroulement de la manifestation, voire même la sécurité des manifestants pacifistes, des vrais manifestants pacifistes, et non pas des black blocs, des ultra-gauches, des anarchistes, etc. Alors j'ai une question justement sur les arrestations, c'est que à une époque pas si lointaine, les arrestations ça concernait les individus commettant des actes de violence hein, notamment, mais aujourd'hui on a vu dans le dernier mouvement social que les arrestations pouvaient cibler un peu tout le monde et n'importe qui, y compris même des passants ne faisant même pas partie de la manifestation. J'ai donné mon papier, hein. Je voudrais récupérer ma carte d'identité. Non, je garde mon téléphone, c'est mon lien. Pourquoi vous ne pouvez pas m'enlever? Je ne suis pas arrêtée, enfin. Je suis pas arrêtée, merde, j'ai rien fait. Il y a quelqu'un de vous qui m'a dit de passer par là-bas, de me retrouver. Après, on a arrêté, on a été gentils, hein. Et ça a même été jusqu'à toucher des jeunes touristes en voyage scolaire. On a eu deux jeunes de 15 ans autrichiens qui ont été arrêtés et l'ambassade d'Autriche a dû intervenir pour les faire libérer. Toutes ces arrestations quand même assez abusive, hein, dont 90% finissent... ouais, je crois qu'il y avait eu une manifestation, c'était aux alentours de 90%, où les gens étaient relâchés parce qu'il n'y avait pas d'infraction constatée. Toutes ces arrestations, c'est dû à quoi? Est-ce que là encore, c'est du zèle individuel, ou est-ce que l'institution et la hiérarchie demandent de faire du chiffre? Comment ça se passe en interne? Alors, arrêter pour faire du chiffre, c'est complètement inutile. Moi, pour ma part, je n'ai jamais entendu parler d'une quota d'arrestation. Et alors, les arrestations qui peuvent paraître abusives, la plupart du temps, c'est soit parce que la personne arrêtée présente une similitude de physique ou de tenue avec la personne recherchée, d'où le fait que la personne est interpellée et après placée en garde à vue ou non, pour justement vérifier, parce qu'à la base, la garde à vue, on pense que c'est une mesure de rétention, mais c'est surtout une mesure de vérification. Quand on est placé en garde à vue suite à une interpellation, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est parce qu'on a l'enquêteur qui a décidé de l'interpellation, qui a dit cette personne-là, je la reconnais en tant que telle, il faut l'interpeller, la placer en garde à vue, c'est pour être sûr et certain que cette personne a quelque chose à voir ou n'a rien à voir dans l'affaire qui lui est reprochée. Je veux juste rentrer chez moi, ça fait long là. Ça fait juste long. J'habite juste de l'autre côté, je veux juste rentrer chez moi. Vous manifestez aujourd'hui contre la réforme des retraites, Non, je c'est ça? rentrais. Vous rentrez? Ouais. Donc rien à voir avec les manifestants? Ah non, ils ont essayé de me faire passer de l'autre côté, mais il y avait un barrage pour l'autre. Rendu chez moi là. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci de passer, hein, t'as rien à reprocher, tout va bien. Et on va regarder où vous allez, dans quel commissariat vous allez. Le problème, nous, c'est juste le transport, madame. C'est pas nous qui avons fait la circulation des 6 et... Enfin, voilà, on se joint, il ne peut pas rentrer chez moi. Je suis désolée, je peux en faire. Je vous laisse mettre ma place et Parce que dans une manifestation où il y a notamment 30 ou 40 000 individus, où il y a 1500 personnes qui foutent le bazar, qui soient habillées toutes pareilles, que ce soit habillées en noir avec des vêtements qui se ressemblent, qui ont à peu près tous la même taille, tous la même physique, pour beaucoup, c'est compliqué de faire la différenciation entre un tel qui a réellement jeté des panneaux, qui s'en est réellement pris aux forces de l'ordre, et celui qui vient juste manifester pour exprimer son mécontentement et faire valoir ses idées. Surtout que la plupart maintenant des personnes, donc des ultras, qui s'entraînent aux forces de l'ordre et à l'environnement urbain, ou de campagne, notamment facile, ils sont tous
impossible à identifier de visage tant qu'ils ne sont pas interpellés, puisque les personnes sont toutes masquées, ou cagoulées, ou avec des lunettes, et il est impossible de les identifier clairement, autrement qu'en les interpellant. D'où le fait que, justement, il y a certaines arrestations qui peuvent paraître des fois excessives, voire même être du zèle, mais dans 90% des cas, l'interpellation est justifiée parce que un individu de telle taille, portant telle tenue, a jeté telle chose ou a frappé à tel endroit, à tel moment, à telle rue, à telle heure, et que la personne interpellée correspond fortement à la description donnée. Il n'y a pas de chiffrage d'interpellation pour dire on a interpellé des personnes, on fait bien notre boulot, regardez. Ça sert à rien, c'est inutile, et surtout, il n'y a déjà pas assez de personnel disponible pour interpeller énormément de monde. Donc c'est pas pour faire de l'interpellation de masse, ça servira. Mais est-ce que tu comprends quand même que même si, évidemment, ça c'est important, tu l'as bien rappelé, une garde à vue n'est pas une condamnation, mais est-ce que tu comprends quand même que les gens puissent le vivre comme une punition, surtout pour ceux qui doivent parfois, même assez souvent, dormir en geôle? Alors bien sûr que ça se comprend, puisque les personnes qui ont déjà été placées en garde à vue connaissent les conditions de détention, c'est un petit matelas en mousse, la plupart du temps dans la cellule. Le chauffage est éteint parce que si elle n'est pas occupée pendant un certain temps, on va pas chauffer une pièce dans le vent, avec un toilette turc et pas d'accès libre, entre guillemets, à l'eau depuis la cellule ou à de la nourriture. Effectivement, les gens peuvent prendre ça pour une punition. Mais les conditions de placement en garde à vue, enfin les conditions de la cellule et de détention, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de détention, quand la personne est en garde à vue, c'est avant tout pour sa sécurité et la nôtre. Notamment le matelas en mousse ou en polyester, ça évite que la personne se cache dedans. L'absence de robinet, ça évite que la personne se fracasse la tête sur l'évier, sur le robinet, ou même cache des choses dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fait que la personne lui fasse retirer ses lacets, sa ceinture, tout ce qui s'apparente à un câble, à un lacet, pour éviter que la personne s'étrangle ou surprenne un membre des forces de l'ordre et étrangle cette personne quand il vient la visiter. Mais il faut savoir aussi que la personne qui a son garde à vue, il y a des visites régulières, et là, au moins 2 repas, celui du midi, celui du soir, et que s'il a besoin de boire, il suffit de demander et il pourra boire, justement. Après, dans la période, justement, de travail de l'unité ou des personnels qui sont à l'unité, mais aussi pendant les périodes où le gendarme ou le policier vient vérifier l'état du gardé à vue pendant la nuit. En parlant de cordon qu'on retire, j'ai un sweat dont on m'a retiré le cordon et la police de Rouen me l'a jamais rendu. Donc, ceci est un message pour la police de Rouen. Rendez-moi mon cordon, s'il vous plaît. Ça fait 4 ans que je l'ai plus. Mais dans ce cas-là, la seule chose que je peux dire, c'est appeler la police de Rouen, expliquez-leur votre situation, et vous voyez, c'est qui. S'il vous plaît, je cherche mon cordon depuis 4 ans. Soit ils ont le cordon planqué dans un tiroir qui a été oublié là depuis 4-5 Oh, ans. ça a dû être jeté depuis. Je pense qu'il y a de fortes chances. Enfin bon, je vais te poser une autre question sur les NAS. Les NAS, c'est un sujet juridique qui est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. C'est censé être quasiment interdit depuis un arrêté de juin 2021, sauf sous certaines conditions très précises, notamment la condition qu'il doit y avoir une porte de sortie, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Cette NAS, elle est malheureusement encore souvent pratiquée sans possibilité de sortie, ça arrive. Qu'est-ce que toi tu penses de cette pratique? Est-ce que toi tu as déjà pratiqué des NAS? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toujours dans des conditions légales? Alors la NAS, je suis pour mais aussi contre. Parce que la NAS, sur un petit groupe d'individus, notamment d'une cinquantaine, d'une centaine, ça peut se faire, puisque voilà, sur une cinquantaine, centaine d'individus, c'est encore possible de gérer, de faire la distinction entre les différents individus.
Par contre, faire une NAS sur un cortège complet de 30, 40, 50 000 manifestants, ça peut être compliqué. Parce que de un, il y a cette sensation d'enfermement ressentie par le manifestant, comme un animal qu'on met en cage, qui fait que, naturellement, il va s'énerver. Et forcément, si le manifestant s'énerve, il va peut-être s'en prendre à quelqu'un d'autre ou à un membre des forces de l'ordre. Sauf que la colère attire la colère, la violence attire la violence, et c'est l'escalade. Et c'est comme ça que beaucoup de manifestations dérapent. C'est parce que un des partis a recours à la violence avant l'autre, et en fait, la colère ne fait que monter, et la violence également. Donc la NAS, bien qu'elle soit décriée, elle peut être utile, oui, mais selon moi, sur plutôt des petits groupes d'individus ou des groupes isolés, et pas sur un gros groupe. Parce que faut savoir que plus la NAS est grande, enfin plus le cortège est grand, plus la NAS sera grande et se resserrera, mais une NAS beaucoup plus grande implique beaucoup plus de personnel, implique beaucoup plus de gestion, et quand ça part de là-haut, donc de la personne du gradé responsable de l'encadrement de la manifestation, qui donne sa décision au sous-gradé, qui donne sa décision au plus haut gradé de chaque unité, qui retransmet l'information au plus gradé de chaque équipe, qui retransmet l'information à ses gars, même si ça reste professionnel avec les moyens de transmission, avec les arbres missionnels et avec les manières de parler à la radio, il y a forcément des informations qui se perdent et c'est un peu le téléphone arabe. Donc l'ANAS, oui, mais pour plutôt des petits groupes d'individus. Après, si l'autorité encadrant la manifestation décide d'employer une NAS, c'est à son bon vouloir. C'est elle qui décide, c'est elle qui a jugé que la NAS était nécessaire ou était viable à être faite, ou alors que les raisons justifient justement l'usage de cette NAS. Et voilà, c'est uniquement au bon vouloir de l'autorité. Il faut savoir que toutes les décisions viennent d'une autorité, qui sont transmises à d'autres autorités, qui transmettent à l'autorité de chaque unité, qui transmettent aux autorités compétentes, qui transmettent ensuite aux unités de terrain. Mais pour toi, dans quel genre de situation ça peut être utile? Enfin, évidemment, tu m'as dit quand c'est un petit groupe, mais c'est quoi la finalité de cette NAS? Est-ce que c'est de les pousser à se disperser par une porte de sortie? Est-ce que c'est de les enfermer jusqu'à ce qu'ils se lassent? Ou de les enfermer puis de les gazer? C'est quoi pour toi une NAS qui serait acceptable? Je prends par exemple les rassemblements de Black Blocs. Supposons on a 150 ou 200 Black Blocs qui sont en train de caillasser, qui sont en train d'envoyer des pavés, d'envoyer différentes choses aux policiers, aux CRS, aux gendarmes. L'usage d'une NAS dans ce cas-là pourrait être justifié justement pour encercler ce groupe, faire un maximum d'interpellations en utilisant du gaz pour neutraliser, en interpellant de manière plus ou moins violente en fonction de comment la personne se débat ou de comment la personne est virulente. Selon moi, ce cas-là serait approprié à l'usage d'une NAS. Mais par exemple, faire une NAS sur un cortège de 50 000 manifestants pour les enfermer et leur dire voilà, maintenant il faut partir parce que sinon on va vous gazer, en résumé, hein. Les personnes sont enfermées et 50 000 personnes ne peuvent pas se disperser librement comme ça d'un seul coup. Donc faire une NAS sur un gros groupe serait, pour moi, en fonction de la méthode employée et de la force appliquée, ça sera acceptable ou non. Mais elle est totalement acceptable dès lors où elle est employée sur un groupe qui ne fait usage que de violence et qui s'en prend directement aux forces de l'ordre concernées. Est-ce qu'en interne, parmi les forces de l'ordre, il y a parfois des critiques, voire des contestations de certains ordres? Alors, faut savoir que oui, entre nous, il y a beaucoup de débats, de critiques, de contestations, il y en a énormément parce que le rapport non gradé et haut gradé est parfois tumultueux. Déjà par la différence d'âge, par la différence d'ancienneté, et par la différence de caractère qui fait que la plupart des anciens sont bêtes et bornés. J'ai décidé que c'était comme ça sera comme ça et pas autrement. Sauf que cette méthode-là amène après à faire la une des journaux,
Et après, c'est pas au gradé à qui on va s'en prendre, c'est à la personne qui a agi. Donc oui, il y a souvent des contestations, des ordres qui sont donnés. Après, pas dans l'acte, puisque en tant que force de l'ordre, on est obligé d'exécuter l'ordre qui nous est donné, sauf si l'ordre est jugé illégal. Notamment si le gradé dit ouais, lui tu vois, sors ton arme, tire-lui dessus, tire-lui dessus, c'est un ordre illégal. Et le gendarme ou le policier est en droit de dire non, va te faire enculer, je fais pas ça, tu vois. Parce que si la personne, si le force de l'ordre à qui on a donné l'ordre tire, c'est à lui qu'on va s'en prendre et pas à la personne qui a donné l'ordre. Donc oui, il y a souvent de la contestation, mais uniquement après que la mission a été exécutée. Notamment, voilà, il y a la manifestation, on donne des ordres, on agit, et après la manifestation, on débat entre nous, ouais, ça c'était vraiment abusé, ça je suis pas d'accord, ça je comprends pas pourquoi il a fait ça, purée, on était là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas bougé à tel endroit, à tel moment, surtout que ça aurait été plus efficace. Putain, pourquoi est-ce qu'on est redéployé en arrière, pourquoi est-ce qu'on va ici, c'est toujours sujet à débat, parce que autant qu'il y a d'équipiers, ça veut dire autant qu'il y a de cerveau et autant qu'il y a de points de vue et de manière de voir et de faire les choses. J'ai une question qui me vient justement sur la contestation. Ça arrive parfois qu'on entende les manifestants, alors ça c'est souvent au début d'un mouvement social, hein, avant qu'il y ait les premières violences, on entend souvent des slogans comme « La police avec nous, la police avec nous ». Moi j'ai tendance à penser que les forces de l'ordre ne lâcheront jamais leurs armes pour rejoindre une manifestation. Toi qu'est-ce que t'en penses ? Pour moi, tant que je ne jugerai pas la situation vraiment grave, c'est-à-dire concrètement le jour où ça s'est déjà vu des manifestations de policiers, je saurais plus dire quand, mais ça s'est déjà vu des manifestations de policiers il n'y a pas si longtemps que ça. Le jour où les policiers décideront pour certains de tomber les armes et justement de nous affronter, je pense que ça sera le jour où une potentielle guerre civile éclatera, et ce sera également le jour où je déciderai de poser les armes. Quitte à le faire en pleine manifestation, je me suis engagé, moi, pour ma part, pour conviction personnelle, parce que voilà, j'adore, j'aime aider les gens, j'aime faire le bien, j'aime me rendre utile, que ce soit pour mon pays ou auprès de la population. J'aime aider, ça là, la population du mieux que je peux. Donc, si on me demande de tirer sur des manifestants, chose qui a très très peu de chances d'arriver, puisqu'on n'est plus dans les années 40. Et de tirer à balles Oui, réelles, tu voilà, veux c'est dire. ça, de Tu veux tirer à dire balles réelles. voilà, de tirer, de tuer, C'est ça. quoi. Et le jour où on me demande de tuer un manifestant, à part ce manifestant-là a tué d'autres gens, ou si la personne sort une calache et tire sur les forces de l'ordre en général, bien évidemment que oui, cette personne-là, il faudra non pas la neutraliser, donc l'interpeller ou quoi, il faudra la détruire à l'instant T. Après, si on croise la personne 1 heure ou 2 heures plus tard à la manifestation, qu'il n'a plus d'armes, etc., on va pas lui tirer dessus. Mais si on me donne l'ordre de tirer, je ne le ferai pas. Ou pareil, si les manifestants sont là à exprimer leur mécontentement, sont par exemple aux portes de l'Élysée, à vouloir casser les grilles et qu'on dit tirer à balles réelles, en résumé, hein, et vulgairement dit, je serais pas d'accord. Pour ma part, j'ai une certaine conscience professionnelle, mais j'ai aussi ma conscience personnelle. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que derrière l'uniforme, bon, on a nos femmes, on a nos familles, on a pour certains des enfants, et que justement, dans les personnes qui seront peut-être un jour aux portes de l'Élysée, il y aura peut-être la grand-mère, la mère, la femme, le copain, le cousin, le père, d'un des forces de l'ordre qui seront employées, que ce soit militaire, que ce soit gendarme, que ce soit policier. Et à un moment donné, il faut faire la part des choses et savoir dire stop quand ça commence à aller trop loin. Oui, bien sûr. Oui, puis au-delà de ça, je pense qu'en vrai, un policier qui serait enclin à poser les armes en pleine manif, je pense que c'est un policier qui serait déjà gréviste à la base, donc qui serait déjà dans la manif, mais sans forcément ses armes. Enfin, voilà, je le pense. Hein. À mon avis, c'est plus comme ça que ça se passerait, c'est-à-dire plus des grèves massives dans la police, plutôt que les mecs qui posent leurs armes comme ça, qui ont un éclair de conscience. Enfin, à mon avis, hein. Peut-être je me trompe, on verra. L'avenir nous dira si ça évolue ou pas, mais
Moi, ça me semble peu réaliste, quoi. Alors, je me permets là-dessus de donner aussi mon avis, du coup, puisque je comprends ton point de vue, mais pour moi, il y a peu de chances que ça arrive, car... Oui, même ça, hein, ça a peu de chances d'arriver, hein, Ah oui, évidemment. bien sûr. Et selon moi, je pense surtout que une force de l'ordre qui posera les armes en pleine manif, ça sera surtout simplement un ras-le-bol général, et il va tout simplement, entre guillemets, faire une crise et tout envoyer chier, dire voilà, allez tous vous faire enculer, il pose les armes, le bouclier, soit il se joue en manifestant, soit il s'éloigne, il retourne dans le camion ou dans le véhicule, et enfin, une personne qui pose les armes en pleine manifestation sera une personne qui en aura assez dans tous les cas. Au-delà de la question politique, si jamais ça s'était amené à arriver, ça peut aussi parfois être juste un individu qui fait un burn-out ou des choses comme ça. Ah, totalement, totalement. Ça peut être totalement un individu, encore une fois, je reviens sur le ras-le-bol, ça peut être un individu qui n'en peut plus d'être tout le temps employé en manifestation, qui ne dort plus, comme on a vu les premières semaines de mobilisation, où c'était rassemblement le matin, c'était manifestation la journée, et la nuit c'était rétablissement de l'ordre avec manifestation sauvage, cassage, les casseurs, les black blocs. Sauf qu'il faut savoir que les ressources ne sont pas illimitées. Justement, j'allais y venir. J'ai vu dans les médias qu'il y a eu des chefs de brigade qui ont fait remonter au ministère de l'Intérieur et même qui ont interpellé un petit peu le président de la République pour leur dire, notamment suite aux longues manifestations répétées après le 49-3, qu'il y avait une fatigue dans les troupes des forces de l'ordre, que ce soit dans la gendarmerie ou dans la police, et que ça pouvait pas continuer comme ça, que les hommes sont mobilisés quasiment de 6h du matin jusqu'à minuit, que ce soit sur des blocages ou sur des manifs sauvages qui duraient la moitié de la nuit. Et justement, la question que je me pose, c'est au niveau de la gestion des effectifs. Moi, j'ai fait une manifestation à Rouen, j'ai couvert une manifestation à Rouen qui était partie en manifestation sauvage. Et pendant 2 heures, la manifestation sauvage, où il y avait quand même énormément de monde, hein, la manifestation sauvage a pu circuler pendant 2 heures sans rencontrer une seule brigade de police. C'est-à-dire, il y avait juste un gars en scooter qui était devant, qui observait un peu la manif, mais on a pu circuler dans les rues de Rouen pendant 2 heures avant de croiser un policier. Donc, c'est bien la preuve aussi qu'au niveau de la gestion des effectifs, y a des moments où on est arrivé quasiment au bout, quoi. C'est-à-dire qu'il faut donner des jours de repos, on ne peut pas mobiliser tout le monde tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que pour toi, le président de la République, il est conscient de ça? Est-ce que Macron, il prend pas un peu les forces de l'ordre pour ses Playmobil? Qu'il peut ranger et ressortir quand il veut, comme il veut Alors, il faut savoir que le président n'a pas, entre guillemets, la mainmise sur les forces employées. C'est plutôt, comment je pourrais dire ça? C'est pas le président ou le ministre de l'Intérieur qui va décider, on envoie telle unité à tel endroit. Ça sera le ministre de l'Intérieur donnera ses consignes. Voilà, par exemple, je veux 20 unités sur la manifestation à Rouen. Il transmet la consigne du coup au préfet ou au DGGN pour la gendarmerie nationale ou au directeur de la police, qui ensuite va transmettre aux autorités inférieures, qui transmettra à son tour aux autorités inférieures, qui décidera après de l'emploi de quelle unité à quel endroit. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, oui, les jours de repos, il faut les donner. Surtout, notamment chez les gendarmes, parce que j'ai quelques copains, très bons copains qui sont gendarmes mobiles, et notamment certains qui ont fait les gilets jaunes. Et pendant les gilets jaunes, il faut savoir que le planning c'était, on va dire, je vais prendre un jour au pif, mais le mercredi, préparation du matériel, le jeudi c'était le trajet, vendredi préparation, samedi manif, dimanche on range le matériel, lundi on rentre, mardi on range le matériel, mercredi on a l'ordre de mission, jeudi on prépare, vendredi route, ça a été ça pendant 4 à 6 mois pour certaines unités. Ça a été 4 à 6 mois sans aucun jour de repos.
et des jours de repos après qu'il faut du coup redonner ou payer. Donc oui, effectivement, les autorités ont, enfin, quand je dis autorités, je parle des gradés. Les autorités ont bien fait de remonter aux échelons supérieurs que voilà, c'était plus possible, fallait que les gars dorment, fallait que les gars se reposent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la manif commence à 6 heures, mais les forces mobilisées ne sont pas sur place à 5h55. Sont sur place grand maximum à 5 heures du matin. Et quand la manifestation termine à minuit, il faut savoir que le temps qu'ils rentrent à leurs unités respectives ou à leur logement pour les gendarmes qui sont déplacés, le temps de rentrer, de ranger le matériel, d'aller se coucher, voilà, faut savoir que la manifestation termine à minuit. C'est pas parce que la manifestation termine à minuit que la force de l'ordre va se coucher à minuit 5. Bien souvent, il s'écoule environ 1 heure. Donc ça fait du dodo 1 heure, pour se lever à 3 heures, pour partir à 4 heures, faire 1 heure de route, arriver sur le lieu à 5 heures, prendre sur la gueule toute la journée et rebelote tous les jours. Ce qui nous ramène justement à la question de parfois l'excès de zèle. Ça se justifie aussi par la fatigue à la fois physique, mais la fatigue aussi émotionnelle et la fatigue tout simplement, la fatigue accumulée par le fait d'en prendre plein la gueule, par le fait de courir, par le fait d'être au milieu des explosions de pétards, de bombes agricoles, du cocktail molotov. Mettre un cerveau sous tension aussi longtemps, avec aussi peu de repos, n'importe quel humain, aussi entraîné soit-il, perdra forcément à un moment les pédales. Sauf bien évidemment pour les unités d'élite telles que le GIGN, le RAID, ou les unités d'élite pour le coup. Et justement, c'est ce que disaient aussi les chefs de brigade, c'est que à force d'accumuler la fatigue, il y avait de plus en plus de risques de bavures et de bavures graves, hein, parce que plus il y a de bavures, plus on a des chances que ça finisse très mal. Il y a une question que je voulais te poser justement, parce qu'on a un peu parlé de la question côté force de l'ordre, de violence, de bavure, etc. Mais depuis des années, on observe aussi une radicalisation côté manifestants. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu et que je trouve de plus en plus courant. C'est-à-dire que même parmi les gens qui restent pacifiques et qui ne commettent pas d'actes délictueux, dans le discours, il y a quand même de plus en plus de tolérance envers l'usage de la violence, de dire ah bah de toute façon sinon sans ça on nous écoute pas, etc. Il y a un peu cette tolérance qui est due à un certain fatalisme, hein, d'ailleurs, le côté bah de toute façon le pouvoir négocie pas, donc s'il n'y a pas de violence il se passe rien. Et donc cette radicalisation des violences, elle s'accompagne évidemment de mouvements de Black Blocs qui sont de plus en plus présents. Et toi, tu as été mobilisé récemment à Sainte-Soline, où d'extérieur, depuis ce qu'on a vu dans les médias, ça ressemblait quand même quasiment à des images de guerre, quoi, où on voyait des policiers sur des quads, des tirs de partout. Et toi, comment tu l'as vécu à Sainte-Soline? Est-ce que c'était aussi violent que ça en avait l'air de ce qu'on voyait dans les médias? Alors, pour avoir été à Sainte-Soline, effectivement, c'était très violent. Alors, je vais faire une petite précision, à savoir que les personnes qui étaient en quad n'étaient pas des policiers, mais étaient des gendarmes, et étaient des gendarmes justement dont l'usage du quad nous a énormément aidé à diriger entre guillemets les cortèges, à rassembler les différents manifestants qui s'étaient éparpillés, parce qu'ils ont fait un énorme boulot pas de directionnage parce que ça dit pas, mais de direction, un énorme boulot de filtrage, de dissuasion aussi pour certains. Et concrètement, si les quads de la gendarmerie n'avaient pas été déployés, parce que ces unités en quad n'avaient pas été déployées, je pense que la manifestation aurait été beaucoup plus bordélique et où la violence aurait été beaucoup plus présente. Alors, ensuite, je tiens aussi à mettre ma pierre à l'édifice. On a entendu parler partout des gendarmes qui, voilà, on a vu notamment la vidéo avec le colonel de gendarmerie qui donne comme consigne ou qui se plaint ah mais je comprends pas, faut pas qu'ils aillent tirer sur ce cortège-là, c'est le cortège familial. Et quelques secondes après, les gendarmes tirent justement sur le cortège qu'il ne fallait pas viser. J'ai envie de dire, le colonel il est gentil,
Mais s'il voulait pas que ses gars y tirent, il avait qu'à se plaindre à la radio plutôt que de se plaindre dans son coin depuis sa colline. Et à un moment donné, les mecs, ils sont sur les quads, ils sont au milieu de tout le monde, ils ont les black blocs, ça aussi, j'y reviendrai après, ils ont les black blocs qui les chargent, qui leur jettent du mortier, les mecs, ils ont tout à prendre en compte, l'environnement, il doit gérer son quad, gérer son équipe derrière, gérer le matériel pour pas perdre les caisses, etc. À un moment donné, si le colonel, il se plaint depuis sa colline, le gendarme ne pourra pas entendre depuis son quad de 200 mètres plus loin que fallait pas tirer sur ce cortège-là. C'est ça aussi malheureusement qui des fois amène à des, des actes qui peuvent paraître excessifs ou des actes qui peuvent paraître déplacés aux yeux des médias, aux yeux de tout le monde, parce que justement il y a une certaine, comment on pourrait dire ça, pas inégalité, mais une certaine carence dans l'information. C'est une information est donnée, mais l'information qui arrive aux oreilles de l'opérateur n'est pas complète. Et en attendant, quand on est en plein milieu du cortège, qu'on se fait courser par des manifestants qui en ont clairement après sa vie, le gendarme il a pas le temps de se dire mince qu'est-ce qu'il a dit, alors il faut que je réfléchisse, alors sur qui je dois pas tirer, qu'est-ce que je dois faire, non, humainement parlant, il y a une situation de crise, par instinct et par connaissance, voilà, je dois prendre une décision. Maintenant la décision après elle peut être décriée, mais je mets beaucoup de... Je défie n'importe quelle personne lambda, n'importe quel journaliste, n'importe quel manifestant, de prendre la même place et d'inverser les rôles et de voir comment ces personnes-là réagissent. Parce que, à savoir aussi, justement j'allais y venir, nous, depuis notre position, on a vu donc les quads partir en premier quand le cortège arrivait, et effectivement on a vu du gazage bien avant que les cortèges arrivent. Mais ça, ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été filmé, c'est que les quads ils sont allés en repérage, et quand ils se sont approchés un peu trop du cortège où il y avait les Black Blocs ont commencé à charger les quads à pied. Ils ont commencé à les charger avec des mortiers, avec des bombes incendiaires, avec des haches, avec des bâtons, des armes contondantes, donc tout ce qui est battes de baseball, etc. Ils ont commencé à charger les gendarmes. Sauf que le gendarme il s'est chargé, ah bah oui je m'en vais en quad, c'est simple. Sauf qu'en attendant, si le gendarme il s'en va en quad tout simplement, les mecs ils vont continuer de courir. D'où le recours aux grenades lacrymogènes, pour justement faire entre guillemets un barrage de lacrymogène et dissuader les plus téméraires. Enfin les moins téméraires, pardon, parce que les plus téméraires passeront quand même. Mais ça voilà, on a entendu nulle part, on a entendu que les gendarmes et les policiers c'était les méchants parce qu'ils organisaient tout le monde et que les manifestants étaient gentils. J'ai pareil toujours ce même copain qui était gendarme, mais qui était sur Sainte-Soline avec moi, m'a expliqué que dans leur rang, il y a eu un jeune dont une bombe agricole lui a explosé entre les jambes. Il faut savoir que cette bombe agricole était piégée avec des morceaux de fer. Donc différents bouts de ferraille, des écrous, des boulons, des bouts de tôle. Donc cette bombe incendiaire lui a explosé entre les jambes. Et ce gendarme-là, qui a du coup 23 ans, parce qu'il est toujours vivant, a eu l'artère fémorale tranchée, a dû se faire intuber en urgence parce qu'il se vidait de son sang, et a dû être héliporté d'urgence, parce qu'il était clairement en train de mourir. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, donc ce jeune-là, de ce que j'ai entendu, apparemment, il était sorti d'école il y a très récemment, donc d'école de gendarmerie. C'était sa première mission de toute mission confondue, donc première mission de maintien de l'ordre et première mission sur le terrain. À l'heure actuelle, il a fini avec l'entrejambe arrachée et tétraplégique, ne sent plus ses jambes. Donc quand on entend des personnes dire les gendarmes ils sont méchants, bouh, ils s'en prennent à tout le monde, ils sont méchants, les policiers ils tapent sur tout le monde, ils gassent tout le monde, c'est des grands méchants. C'est pas à eux ensuite d'aller expliquer aux parents pourquoi est-ce que leur gamin de 23 ans a fini tétraplégique et eunuque à cause d'une bombe fabriquée par un mec un peu trop matrixé par ses idées et un peu trop dans son idéologie de recours à l'hyperviolence pour faire valoir ses idées. Parce que clairement, on est plus à Sainte-Soline, c'était pas du Black Blocs pour le coup, c'était de l'écoterrorisme. Donc c'est un terme, voilà, c'est le terrorisme écologique.
voilà, c'est du manifestant de campagne qui milite pour des idées écologistes et qui a recours à une violence extrême. Donc ça peut être l'usage de cocktails Molotov et notamment surtout la nouvelle manière de faire le cocktail Molotov qu'on a vu, c'est remplacer le morceau de tissu dans la bouteille par un pétard. Comme ça, quand le pétard explose, la bouteille explose en éclats, donc ça fait comme un effet de grenade à fragmentation, et l'explosion du pétard va enflammer le liquide inflammable dans le cocktail. Donc ça fait un voile de flamme qui se jette sur le force de l'ordre, et il peut rien faire. À un moment donné, quand les personnes qui sont en face de nous en viennent jusqu'à vouloir nous cramer, à vouloir nous brûler, à vouloir oui, clairement nous fumer, parce que beaucoup de chaos aussi, de pavés reçus sur les casques, de chaos techniques, de traumas crâniens, de blessures tout simplement visées au niveau de la tête. À un moment donné, quand notre vie est en jeu, on peut pas se permettre, sous prétexte de bienséance et de bonne visibilité auprès des médias, de se laisser autant violenter, quitte à menacer nos vies. Et d'ailleurs, là, ce que tu nous dis sur les traumatismes crâniens et les chaos techniques, c'est assez intéressant, c'est que on se rend pas forcément compte quand on n'a jamais été mobilisé en tant que force de l'ordre, mais malgré les armures et les gros casques, ça, c'est quand même assez dangereux de se prendre un pavé finalement. C'est ça que tu nous dis. Alors, il faut savoir que c'est pas des armures justement, c'est tout simplement ce qu'on appelle les protécopes. C'est des coques en plastique donc renforcées, donc du polyester. Si je dis pas de bêtises, parce que entre tous les matériaux en poly qui existent, on ne s'en sort pas. Donc des coques en plastique renforcées qui jouent sur des bouts de tissu. Il n'y a pas question d'armure, il n'y a pas question de on prend un coup, on ne le sent pas. C'est des petites couches de plastique toute fine, aussi épaisses qu'un casque de vélo ou une genouillère que vous mettez, pour ceux qui regarderont la vidéo, une genouillère de skateboard ou une coudière de roller. C'est aussi épais que ça. Il faut que ça reste léger pour être mobile en fait, c'est ça. C'est léger pour être mobile avant de protéger en fait. C'est ça. Parce que quand tout le matériel est porté, donc le gilet léger, le gilet Protecop, le gilet tactique pour porter la radio, la grenade, le garrot, la trousse de soin, etc. À la fin, ça fait un peu comme les PK dans Clash of Clans. Ça fait un peu le mec très costaud. Et sauf que bah plus on a d'équipement, moins on peut bouger. Moins on peut bouger. Il faut savoir que bien qu'il y ait un casque, des protections, etc., bien que le projectile soit arrêté au niveau de la protection, pour ceux qui ont été à l'école jusqu'au bac et qui ont suivi des cours de physique, quand on jette un objet très vite, ou ça se voit avec une voiture, l'objet s'arrête, mais l'impact provoqué par la vitesse plus le poids de l'objet, ça fait une onde de choc qu'on appelle un blast, et c'est ce blast justement, cette secousse, qui va venir mettre KO, qui va venir blesser, qui va venir casser les choses. Donc oui, prendre un marteau ou un pavé dans le casque, lancer, on va dire, lancer une vitesse, je veux dire une vitesse aléatoire de 20 km/h, bah faut prendre le poids du marteau, le poids du pavé, à utiliser la formule en rapport avec la vitesse, etc. Et ça donne la puissance à laquelle le force de l'ordre reçoit le pavé dans la gueule, et quand beaucoup prennent un petit coup dans le menton, tombent KO, je vous laisse imaginer ce que ça donne un pavé de route ou une brique lancée à pleine vitesse avec beaucoup de vigueur dans la tête d'une personne. Je pense que pour les personnes qui ont fait du vélo, ou qui ont déjà eu un accident, que ce soit à vélo, à moto, qui sont fait déjà fait renverser, etc., qui sont tombés inconscients suite à un choc à la tête, donc un trauma crânien, qu'ils soient protégés ou non, ils pourront témoigner que tomber dans les pommes suite à un coup, ça se contrôle pas. Et que on a beau être protégé du mieux qu'on peut, prendre un pavé dans le casque, ça fait mal. Ça fait, on n'a pas l'impact du pavé, mais on a quand même l'impact du poids de l'objet sur le casque. Après, attention, le casque il réduit quand même vachement
il réduit quand même vachement l'impact. Comme les gilets pare-balles pour les balles, ça qu'un gilet pare-balles, je m'éloigne un peu, mais un gilet pare-balles, ça protège de la balle en elle-même, mais beaucoup ne meurent pas de la balle, mais de l'impact de celle-ci. C'est une balle de 7,62, donc de Kalachnikov, tirée sur un gilet lourd à 200 mètres. Je vous me défie de vous relever sereinement comme si de rien n'était après avoir pris ça. Parce que, d'accord, vous serez en vie, mais derrière, vous aurez peut-être des côtes cassées, ou vous serez peut-être en train de faire une hémorragie interne, parce qu'un de vos organes aurait explosé suite à l'impact de la balle. Et ça vaut pour tout, ça vaut pour les pavés, ça vaut aussi pour les armes qui sont lancées, les cailloux. Là aussi, quelque chose qui s'est vu maintenant, c'est des petites billes qu'on avait quand on était en primaire, qui sont lancées sur des frondes. Savoir que ça part des fois même plus vite, quand c'est bien lancé, qu'une balle de LBD. Et c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, entre guillemets, pas qu'on voit en manifestation de moins en moins, mais qu'on peut voir de moins en moins, parce que c'est des choses qui se dissimulent plus facilement, et qui, sur un contrôle aux abords de la manifestation, n'est pas forcément trouvé. Donc oui, les protections sont là pour protéger un minimum l'opérateur, mais ne protègent pas entièrement. Et un pavé lancé au bon endroit, ou un pavé lancé trop fort, peut neutraliser un opérateur, voire même le tuer. La violence fait mal des deux côtés, et l'escalade de la violence et l'accroissement de la violence au fil des manifestations s'intensifiera de plus en plus, jusqu'à ce qu'il y ait malheureusement un ou des morts. Et le problème, c'est que quand on aura franchi la barrière de la mortalité, clairement, il n'y aura plus aucun retour en arrière possible. Ça sera la limite franchie des deux côtés, et ça sera le moment où il faudra vraiment cesser toute violence, ou sinon on conduira à la ruine complète du pays, des civils, de la population. Ce sera tout simplement le début de la guerre civile. Merci Anthony, et pour nos téléspectateurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Gavroche. Vous pouvez aussi aller voir notre site sur lequel on fait d'autres entretiens, que ce soit par écrit ou en vidéo, ainsi que des reportages. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et au revoir.